De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Alfred Chango sont toujours avec nous et Samuel Gembok a cédé sa place à Kassoum Venegda, porte-parole en France du parti d'opposition burkinabé, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Monsieur Venegda, bienvenue. Bonjour. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Arrivé au pouvoir en 1987, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, s'est engagé dans le développement du pays. Dans son programme de gouvernance figure la promotion du développement durable, le développement des pôles de croissance ou encore la compétitivité économique du pays. Un plan de développement qui, nous verrons, n'a pas forcément profité à tous les Burkinabés. Retour sur un bilan économique mitigé avec ce reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Depuis 1996, la croissance économique du Burkina Faso est positive. L'activité économique est en nette progression et le pays enregistre souvent des taux de croissance frôlant les 2 chiffres même s'ils vacillent souvent. À titre d'exemple, la croissance économique du pays en 2012 était de 9% contre 7% en 2013. Elle est essentiellement basée sur l'agriculture. Jusqu'en 2003, le Burkina Faso était un pays cotonnier. Mais en 2004, avec la découverte de plusieurs sites miniers, le premier produit d'exportation passe du coton à l'or. Une manne financière importante pour le budget de l'État. Mais qu'est-ce qui explique le fort taux de pauvreté dans le pays? Les fruits de la croissance sont-ils équitablement partagés? Quelle perspective pour une reprise normale de l'économie touché par cette insurrection populaire? Bâtir ensemble un Burkina émergent, tel a été le programme de campagne de l'ancien président Blaise Compaoré en 2010. Une politique déclinée en plusieurs axes, dont la consolidation de l'investissement humain, la gouvernance, les dynamiques nouvelles pour la création de richesses et d'emplois. En avril 2014, le taux d'exécution global était d'environ 57%. Un taux jugé satisfaisant par les anciennes autorités du pays. Il faut tenir compte qu'il y a eu des progrès, un mouvement positif quand même vers l'épanouissement général de notre peuple, parce que la scolarisation c'est important. Lorsque vous le dites aussi, la pauvreté, il faut tenir compte que nous étions à plus de 20 km de distance moyenne entre population et centre de santé, et qu'aujourd'hui nous sommes à 5-6 km, ce qui montre aussi des progrès qui vont soutenir les objectifs que nous voulons atteindre sur l'épanouissement général de notre peuple, car il n'y a pas de... Cet épanouissement ne peut arriver sans que des indicateurs sur des éléments comme l'éducation, la santé ne soient développés, et nous les réussissons assez bien, je crois. Les actions entreprises ont permis d'atteindre des résultats importants dans tous les domaines. Le pourcentage de centres de santé remplissant les normes minimales en personnel est ainsi passé de plus de 83% en 2010 à plus de 85% en 2012. Dans le même moment, les efforts conjugués ont permis d'augmenter considérablement le nombre d'écoles primaires qui passe de 10 796 en 2011 à 12 394 en 2013. Les indicateurs sont donc au vert. On retiendra de l'homme le bâtisseur. Beaucoup de gens aiment dire que Thomas Sankara a fait découvrir le Burkina Faso et Blaise Compaoré l'a construit. Et ces deux personnalités se sont effectivement conjuguées dans les actions. Et si vous voyez aujourd'hui, le Burkina Faso est un grand chantier en renouvellement perpétuel, à telle enseigne que quand vous passez d'une ville à une autre, dans l'espace de 3-4 mois, vous voyez des grands changements qui s'effectuent, aussi bien sur le plan des infrastructures routières, de santé, d'école. La gouvernance du pays a été à maintes reprises épinglée par des rapports accablants. Ainsi, le dernier rapport du Réseau national de lutte anticorruption au Burkina Faso note la progression de la corruption qui augmente de 9 points par rapport aux années antérieures. Selon ce même rapport, plus de 23 millions de francs CFA ont été injectés dans des transactions financières et des pratiques corruptrices. Une fois voulant rester au pouvoir, ce système-là s'est entièrement corrompu et on a vu que malgré des taux de croissance parfois qui frôlaient les 2 chiffres,
on était dans une situation où le fossé social, la pauvreté s'accélérait. Et pour compenser cette situation, un certain nombre d'acrobaties dans les chiffres ont été faits, notamment pour justifier les taux de scolarisation, pour justifier le développement de structures sanitaires. Donc je continue de penser que les 27 ans de Blaise Compaoré ont été, en résumé, une occasion manquée. Au Burkina Faso, selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 46% des Burkinabés vivent sous le seuil de la pauvreté. Environ 8 millions sur les 17 millions de Burkinabés vivent avec moins d'$1 par jour. Une inégalité sociale donc. Le régime Compaoré a été un régime qui a eu une situation relativement paradoxale en termes de performance économique. L'économie se portait relativement bien d'un point de vue des indicateurs macroéconomiques, notamment les scores de croissance, où le pays a été de 1996 à 2013 le pays avec le taux de croissance le plus important de l'UEMOA. Donc ça, c'était des situations relativement confortables, mais il faut tout de suite le dire, au plan socio-économique, cette économie était une économie de fabrication d'inégalités. La croissance démographique du pays des hommes intègres est de l'ordre de 3% par an. Le taux de chômage aussi. Une explosion démographique qui expliquerait la rapidité de cette insurrection populaire. À la longue, la population s'accroissant, le travail de l'État, qui était plus basé sur le contentement des amitiés et des clans, ne faisait pas la réponse aux besoins en droits humains, économiques, sociaux et culturels. Donc à la longue, la population s'accroissant, ces besoins se sont multipliés et à un moment donné, les gens ont considéré que ce n'était plus possible de continuer comme ça, avec un modèle qui ne permettait pas à tous de trouver son salut. Donc cela a créé une crispation qui s'est terminée par le soulèvement populaire le 30 octobre. Selon l'Institut Free Afrique, qui est un institut de recherche pour une relance économique, l'État se doit d'absorber les dépenses d'investissement public. À défaut, cette situation pourrait contraindre l'accélération du rythme de croissance économique du pays cette année. Un impératif dans l'agenda de la transition qui doit, selon cet institut, accroître la confiance des investisseurs. Il faut renforcer la collecte de l'impôt sans tuer le secteur privé. Et il faut surtout exécuter la commande publique à minima. On sait que l'État n'a pas les moyens de tout faire, de payer tout, mais il faut que l'État considère qu'en payant la commande publique, il alimente la croissance parce qu'il alimente la liquidité, il donne la liquidité à l'ensemble du corps économique à travers l'économie privée. Depuis près d'une dizaine d'années, l'économie du Burkina Faso est basée sur la production aurifère. Mais si l'agriculture occupe plus de 80% de la population, elle se voit un peu lésée par une industrie minière qui n'occupe que moins d'1% de la population. Pour renforcer son économie, le pays est dans une dynamique de création de pôles de croissance. C'est ainsi que le pôle de croissance de Bagré, un pôle agricole, est dans une phase de mise en œuvre. Aussi, dans la même dynamique, un pôle minier est en cours. Notons que suite à l'insurrection populaire, des biens privés et publics ont été vandalisés. Une estimation de l'Institut Free Afrique montre une perte d'environ 120 milliards de francs CFA. Monsieur Benegda, je rappelle que vous êtes porte-parole en France du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, un parti politique d'opposition au Burkina Faso. Que pensez-vous du bilan économique, strictement économique, du président Blaise Compaoré ? Bon, en ce qui concerne le bilan du président Blaise Compaoré, on ne peut pas dire que tout est noir ou tout est rose. Effectivement, il y a eu une volonté d'accroître un peu le secteur économique au Burkina, notamment par la mise en place des pôles de croissance, à Bagré Pôle par exemple, qui est en phase de mise en œuvre. Il y a aussi Samandéni, et notamment le pôle de croissance dans le Sahel, qui regroupe donc tout ce qui est secteur minier. Mais le problème, c'est que théoriquement, sur les papiers, le Burkina est un pays, est un bon élève de la Banque mondiale, du FMI et tout ça. Mais sur le niveau de vie dans la pratique des populations au Burkina, ils ne ressentent pas cette croissance. Par exemple, là, en 2012, on était à 6,9% de croissance. Cette année, on tablait sur 7%. La ménagère dans la campagne ou même en ville, elle ne ressent pas cette croissance dans son panier quand elle va faire ses courses. Et comparativement à la France, elle peine à faire 1%, un pays comme le Burkina qui fait 7%. Et pourtant, la misère est toujours grandissante. Donc, économiquement, on peut dire que le président Blaise Compaoré aurait pu mieux faire.
Maintenant, on verra sur les perspectives d'avenir ce qui peut être proposé à cette population de plus en plus grandissante au Burkina. Mais sinon, voilà ce que je pourrais dire comme bilan du président. C'est assez mitigé. Ouais. Assez mitigé. Jean-Marie, je vais revenir sur la première partie de l'élocution de M. Benegda. C'est clair, des efforts ont été consentis par le président Blaise Compaoré, on ne peut pas le nier. Construction d'hôpitaux, d'écoles, des taux de croissance globalement satisfaisants. Amira, cette problématique-là, c'est une problématique. Autant j'ai été assez virulent concernant, si vous voulez, le domaine politique concernant le président Compaoré, mais en ce qui concerne le domaine économique, je pense qu'il y a des choses positives qui ont été mises en place. Parce que nous partons de loin en Afrique, dont les jugements, ce sont des jugements qui sont des jugements abrupts au premier abord. Il ne faut pas oublier que nous, les pays africains, l'Afrique, ce n'est pas un continent à part. Donc l'Afrique subit exactement les mêmes contraintes que subit l'économie mondiale. Le Burkina part déjà de très très loin. Donc j'estime que ce qui a été mis en place, ce sont des stratégies qui visent à sortir le pays, parce que le Burkina, c'est quand même un des pays les plus pauvres au monde. Donc les stratégies économiques qui ont été mises en place par l'ex-président Compaoré, pour moi, me semblent des stratégies efficientes. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord créer de l'activité. Du jour au lendemain, on ne peut pas sortir la majorité de la population de la pauvreté. Donc c'est une donne qui n'est pas uniquement une donne africaine. Quand on regarde toutes les économies africaines, elles sont toutes logées à la même enseigne. C'est pour ça, sur ce plateau, que je dis souvent, je me méfie souvent de l'approche macroéconomique des choses, qu'on nous donne ces indicateurs qui sont des indicateurs internationaux. Et je dis souvent aussi que notre croissance, cette croissance-là ne sert pas au développement, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on pose des indicateurs macroéconomiques, ces indicateurs macroéconomiques-là jugent des choses qui ne sont pas palpables pour le commun des mortels, si vous voulez, en Afrique. Ça juge quoi? Ça juge de l'activité des multinationales. Donc, il convient de revoir, si vous voulez, les indicateurs économiques qui sont mis en place pour pouvoir juger ce qui se passe en Afrique. Effectivement, il faudrait que cette croissance-là soit plutôt au bénéfice de la population. Donc ça défend encore une fois de plus de quoi? Des stratégies, si vous voulez, de redistribution du PNB qui sont mises en place. Justement, Alfred, pour parler de ces redistributions de l'or, du coton, des taux de croissance satisfaisants, pourtant un fort taux de pauvreté, comment on peut l'expliquer? Bon, ça peut s'expliquer simplement. Amira, il y a, disons, un décalage entre les résultats économiques justement de cette production-là et de la manière dont c'est répercuté par la suite au niveau de la population pour compenser un certain nombre de choses. Et l'un des points justement qui montre ce décalage, c'est que d'un côté, par exemple, la scolarisation a progressé, la formation des étudiants a progressé, mais au Burkina Faso, mais le chômage des jeunes est très important. Ils n'ont pas de travail. Ça voudrait dire que le marché du travail, le marché de l'emploi n'est pas structuré parce qu'il n'apporte pas de réponse à tous ces diplômés qui n'ont pas de travail aujourd'hui. Ça voudrait dire aussi une autre chose, que tant qu'on mise seulement sur j'allais dire, de production de rente ou d'exportation, sans avoir des industries de transformation, on l'a souvent dit ici, si on ne mise pas sur l'agriculture qui est à même de pourvoir justement de compenser un certain nombre de choses, de régler le problème justement de la pauvreté ou de l'insécurité alimentaire, on n'y arrivera pas. Et ensuite, on a évoqué la question de la corruption. Il y a eu une évaporation d'une partie justement de cette croissance-là qui n'est pas répercutée justement auprès de ceux qui devraient en être les bénéficiaires. Donc au niveau social, effectivement, on peut dire que là, c'est un véritable échec pour Blaise Compaoré. Monsieur Benegda, ces inégalités sociales, cette mauvaise redistribution des richesses, on peut dire que ça a été le déclencheur de l'insurrection populaire? Même si ça n'a pas été le déclencheur, ça y a beaucoup contribué. Et quand on voit, par exemple, comment s'est passé l'insurrection, il y a beaucoup de gens qui se sont attaqués, ou bien privés
et même un bien public et oui, privé surtout. Ça veut dire que ces gens ne se reconnaissaient pas en la richesse de ceux qui ont été vandalisés. Ça veut dire que pour la population, la majeure partie de la population, il y avait un clan qui s'accaparait, on va dire 80 à 90% des richesses, qui se les partageaient entre eux. C'était vraiment une économie sous coupe gardée. Et effectivement, je peux rebondir sur ce que disait monsieur, les indicateurs que nous prenons la Banque mondiale et ainsi de suite, les institutions, ne sont pas adaptés à nos réalités économiques. Par exemple, les derniers chiffres le montrent, 11 milliards 500 millions de dollars US de PIB au Burkina l'année dernière. La population est 17 millions. Le paysan, dans sa campagne, il va se dire, oui, si on a produit 11 milliards, pourquoi moi j'ai rien? Effectivement, ça ne reflète pas la réalité. Ça reflète pas la réalité. Et pendant ce temps, effectivement, il y en a qui sont immensément riches, qui deviennent de plus en plus riches, pendant que l'autre partie de la population s'appauvrit, et c'est la grande majorité. Donc c'est pour ça que quand il y a eu les éruptions, il y a beaucoup de gens qui se sont attaqués à des biens privés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Là en est la question. Il faut effectivement revoir tout le système, le modèle économique qui est en place au Burkina, et notamment dans certains pays africains, parce que effectivement, les données ne sont pas adéquates à nos réalités, mais aussi comment redistribuer cette richesse. Les gens oublient parfois que construire des hôpitaux, des infrastructures de base, ça rentre aussi dans ces dynamiques de redistribution des richesses. Redistribuer les richesses, ça ne veut pas dire on va les donner 1 million à chacun de la population, mais construire des infrastructures de base, ça y participe. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout parce que, effectivement, depuis 50 ans maintenant, les pays africains, ils étaient axés sur les infrastructures sociaux de base. Maintenant, il faut penser à un modèle économique. Comment redynamiser le secteur informel? Comment promouvoir les jeunes talents? Comment promouvoir des innovations? Et c'est là toute la question aujourd'hui en Afrique. Jean-Marie, vous êtes d'accord? Il faut complètement repenser le système économique au Burkina Faso ou seulement l'améliorer? Parce que, comme on l'a dit, il y a eu des bonnes choses qui ont été faites. Il y a des bonnes choses qui ont été faites, Amira. Bon, de mon point de vue, je pense qu'il faut poursuivre les efforts qui ont été entrepris par l'ex-président Compaoré. Mais maintenant, le prochain gouvernement qui sera mis en place devrait veiller à ce que les stratégies, 1, les stratégies éducatives, 2, les stratégies, si vous voulez, d'emploi et d'employabilité de la jeunesse, ce n'est pas un problème qui concerne uniquement que le Burkina, ça concerne pratiquement tous les pays du monde. Vous avez qu'à regarder l'Union européenne, tout simplement, où vous avez le niveau de chômage des jeunes qui explose. Et tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié tout simplement à une redistribution qui est une redistribution au niveau mondial. Au Burkina, nos pays, étant donné que nous n'avons qu'une faible influence, tout ce qui concerne la production mondiale, nous subissons tous ces effets-là de plein fouet, tout simplement pourquoi? Parce que les stratégies en amont n'ont pas été pensées. C'est-à-dire, au lieu qu'on y pense en amont, nous ne faisons que subir ce qui arrive. Alors que de temps en temps, vous avez des fonds qui sont disponibles pour pouvoir financer ces stratégies-là, qui sont les stratégies d'innovation, d'éducative, les stratégies entrepreneuriales pour les jeunes, mais c'est que, tout simplement, les pouvoirs qui sont en place, pratiquement dans tous les pays africains, on a du mal à aller vers ça, en oubliant que c'est la nécessité impérieuse et impérative qui préoccupe toutes les économies. Alors, Alfred, on l'a vu, agriculture, mine, ce sont les secteurs clés du Burkina Faso, mais on l'a vu, se satisfaire de ses atouts, ce n'est pas forcément la solution. Amira, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'agriculture, alors, mettons de côté, puisque le produit d'exportation, le coton, la cotonculture au Burkina Faso. Mais prenons l'autre face de l'agriculture, celle qui concerne l'agriculture vivrière, qui est l'agriculture première d'ailleurs finalement pour tous les Africains. C'est là effectivement il faut la soutenir. Il faut introduire la mécanisation, il faut la revoir autrement pour permettre justement déjà aux paysans qui sont là d'avoir les possibilités d'accroître le rendement, d'améliorer le rendement, et de pouvoir vendre dans le marché local, national ou dans les environs, pouvoir exporter et puis vivre justement des ressources issues de leur production
pour intéresser aussi les jeunes au retour à la terre. On parle souvent des révolutions vertes, mais la révolution verte passe justement par des moyens qu'on disponibilise pour ceux qui en sont les acteurs principaux, les agriculteurs, les paysans. Si on ne fait pas ça, et puis des politiques vis-à-vis des femmes, parce que elles sont aussi un élément important du marché de la production et du marché du travail. Donc je pense effectivement qu'il faut une grande prise en compte de cette part de la société pour les soutenir, financer les projets, financer les infrastructures, les équipements qui existent pour les améliorer. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on sortira justement de cette logique d'exportation. Et puis, les industries de transformation, par exemple pour le coton, pourquoi on ne transforme pas le coton burkinabé sur place ? Tout est destiné à l'exportation. Et ça n'est pas seulement le problème du Burkina Faso, mais puisque nous parlons du Burkina Faso, ça pourrait susciter la création d'une industrie textile. Et ça serait là aussi une occasion d'avoir de la main-d'œuvre, de former, de donner du travail. Voilà des petites choses comme ça qui peuvent être faites et puis qui peuvent améliorer le quotidien des gens. Monsieur Benegda, vous êtes d'accord? La dynamisation du secteur agricole, c'est l'avenir pour le Burkina Faso? Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord. L'avenir est, comme on dit, dans les champs. Effectivement, il a dit, il y a le coton, mais il y a tout ce qui est produit comme les mangues, les anacardiers, les sésames. Tous ces produits-là sortent de façon brute et c'est pas transformé. Effectivement, c'est le problème de transformation dont on parle souvent. Voilà, effectivement, on perd beaucoup. Et donc, non seulement quand c'est transformé sur place, ça fait de l'emploi, mais aussi ça rajoute une valeur ajoutée au produit qui sera finalement exporté. Donc aujourd'hui, effectivement, travailler sur la consolidation de ce qui avait été fait par le régime précédent, notamment les pôles de croissance, et puis consolider tout ce qui est infrastructures sociaux de base, notamment l'éducation, les routes, les hôpitaux et tout ça, mais aussi parallèlement promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. C'est surtout ça la question, parce qu'aujourd'hui au Burkina, il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées qui sont à même d'innover, même la diaspora burkinabé, qui envoie des milliards, des dizaines de milliards chaque année au Burkina. Il faudrait mettre en place des mécanismes pour réguler tout ça, pour structurer ces flux financiers vers le Burkina, pour voir, parce que le problème c'est que ça va, mais ça c'est pour subvenir aux besoins quotidiens des uns et des autres. Mais pourtant, si c'est bien régulé, si c'est bien structuré, ça peut effectivement servir à promouvoir l'entrepreneuriat, à financer, parce que c'est ça aussi, c'est que nos opérateurs économiques, comme on les appelle au Burkina, des businessmen, c'est pas des gens qui ont l'esprit philanthrope comme les anglo-saxons, qui vont comme ça parier sur un business plan, qui vont écouter un jeune qui a un projet innovant, tout de suite ils disent voilà, prends 2 millions, 5 millions pour réaliser ton projet. Comment amener ces gens-là qui ont du flow, qui ont du cash, qui parlent beaucoup d'argent, comment amener ces gens à investir sur des projets innovants, projets d'avenir, alliant rentabilité économique, impact social? Voilà, c'est là la problématique et notre partie, on est en train de travailler justement là-dessus pour amener ces businessmen à accompagner donc les porteurs de projets et voir comment intégrer la diaspora dans le développement donc, du Burkina Faso. Monsieur Benegda, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je rappelle que vous êtes le porte-parole en France du mouvement du Peuple pour le Progrès, parti d'opposition au Burkina Faso. Merci. Et c'est l'heure du rappel des titres. Les juges de la Cour pénale internationale ont donné ce mercredi une semaine à la procureure Fatou Bensouda pour qu'elle démontre avoir rassemblé des preuves supplémentaires contre le président kényan Uhuru Kenyatta, ou à défaut, elle devra retirer ses accusations. La succession du président zambien Michael Sata, décédé le 28 octobre, fait débat. Alors que l'élection présidentielle est prévue pour le mois de janvier 2015, le Front patriotique n'arrive pas à s'accorder sur une candidature unique. Ils sont donc deux en lice, Edgar Lungu, le ministre de la Justice, et Miles Sampa, une division qui profitera ou pas à l'opposition. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Africa Newsroom.